littérature. Alors, pour débuter, bien sûr, il faut peut-être définir d'abord ce qu'est la mauvaise foi. Alors, on va savoir qu'il y a finalement deux définitions de la question de la mauvaise foi, une définition courante et une définition philosophique qui a été proposée par Sartre. Donc, la mauvaise foi, globalement, c'est l'absence de sincérité chez une personne. Donc c'est quelque chose d'assez proche du mensonge, si ce n'est qu'il y a une conscience de l'acte de mentir, au moins partielle. Alors Sartre, lui, a travaillé sur ce concept de mauvaise foi, en particulier dans l'être et le néant, qu'il développe, et il en fait un concept philosophique. Alors il prend, le plus simple c'est peut-être de commencer par un exemple, il prend l'exemple d'un garçon de café, un exemple assez connu, et il explique que ce garçon de café n'est pas un garçon de café en tant que tel, il n'est pas que ça. Et donc, au moment où il est en service, il emprunte un rôle où il se conforme à un certain nombre d'attentes qui sont imposées par cette situation sociale, par les attentes qu'il présume être celles des gens qui sont dans le café. Et de ce fait, il est à la fois lui-même et il n'est plus lui-même. Sartre explique qu'il est ce qu'il n'est pas, et qu'il n'est pas ce qu'il est. C'est-à-dire qu'il est à la fois le garçon de café sans être totalement un garçon de café. Donc pour lui, si vous voulez, c'est une situation dans laquelle l'être est dans une position ambivalente entre une affirmation de ce qu'il est et une négation de ce qu'il est, une affirmation de ce qu'il n'est pas et une négation de ce qu'il n'est pas. Voilà, donc l'idée, si vous voulez, dans le livre, c'était de voir ce que la littérature faisait de cette idée de mauvaise foi. Notamment parce que cette question a tout de suite un degré de complexité supplémentaire dans une œuvre littéraire, parce que le discours littéraire est un discours qui fait être ce qui est faux dans la fiction, et qui, de ce fait, pourrait bien lui aussi être de mauvaise foi. Et c'est donc ce que j'ai voulu essayer de regarder, savoir si on pouvait considérer que la littérature était de mauvaise foi et comment elle abordait la question de la mauvaise foi de l'être humain. Alors, donc dans un premier temps, si vous voulez, on peut regarder ce que la littérature fait de la mauvaise foi dans ses personnages. Comment elle peint l'être humain, dans quelle situation, et comment elle met en question justement cette structure, qui est une structure de l'être, une structure, donc, on va dire, existentielle, comme Sartre l'a montré. Alors, si vous voulez, on peut prendre un premier exemple dans La Princesse de Clèves, de Madame de La Fayette. Donc, dans La Princesse de Clèves, Madame de Clèves reçoit un enseignement de sa mère, une sorte d'injonction qui est de cultiver la vertu et de délaisser les plaisirs du monde. Ce qui fait qu'elle va placer, l'exigence maternelle est de placer comme une forme de transcendance, donc quelque chose de supérieur, la question de la vertu, et quelque chose donc d'inférieur qui serait la passion amoureuse. Or, Madame de Clèves tombe amoureuse de Monsieur de Nemours, et elle vit cette passion comme ce qui est le plus important pour elle, sa véritable transcendance. Sauf qu'elle ne peut pas laisser libre cours à cette passion, puisqu'il y a cette exigence maternelle qui pèse sur elle de placer la vertu au sommet, comme ce qui doit être la réalisation complète de son être. Si bien qu'elle est contrainte à vivre dans une posture qui est une posture de mauvaise foi, comme l'a défini Sartre. Et si on regarde un petit peu dans le texte de Madame de La Fayette, on peut prendre des exemples, notamment dans la scène de l'aveu, puisque donc il est question d'une passion indicible entre Monsieur de Nemours et Madame de Clèves, une passion impossible, et le roman va quand même aller jusqu'à l'aveu de la passion par Monsieur de Nemours. Et Madame de Clèves, à son tour, cherche à avouer son amour. Mais voilà ce qu'elle dit à Monsieur de Nemours, et elle lui répond au sujet de son aveu de passion. Donc elle lui dit « Je ne vous dirai point que je ne l'ai point vu, la passion, telle que vous puissiez souhaiter que je le voie. » Donc, c'est-à-dire, vous voyez la formule extrêmement compliquée avec une double négation, je ne dirai point que je ne l'ai point vu, qui vaut une affirmation, telle que vous puissiez souhaiter que je le voie. C'est-à-dire qu'elle lui dit qu'elle a bien vu son attachement, son amour, de la manière dont il voudrait qu'elle le voie. Et vous voyez que c'est un aveu tout à fait indirect, qui exprime bien cette impossibilité pour elle d'entrer dans cette logique passionnelle à cause de ce clivage
à l'intérieur de son être entre vertu, passion, qui fait la mauvaise foi du personnage. Donc une mauvaise foi à entendre, non pas comme comme une attitude ponctuelle, une sorte de défaut, une sorte d'attitude négative d'un point de vue moral, mais vraiment une structure du personnage et des individus. Et d'ailleurs, après, le texte se prolonge, puisque elle est donc à la fin, au dénouement, il est dit ceci: elle voulait bien qu'il sût, monsieur Nemours, qu'ayant trouvé que son devoir et son repos s'opposaient au penchant qu'elle avait d'être à lui, les autres choses du monde lui avaient paru si indifférentes qu'elle y avait renoncé pour jamais. Donc ici, ce qui est dit à la fin du texte, c'est qu'elle renonce au monde en raison de la passion pour M. Nemours, mais aussi en raison de l'exigence de vertu, qui était l'exigence de sa mère. Et à la fin, le texte conclut ainsi: Madame de Clèves vécut d'une sorte qui ne laissa pas d'apparence qu'elle pût jamais revenir. Elle passait une partie de l'année dans cette maison de religieuse, c'est là où elle s'est retirée, et l'autre chez elle. Et on voit bien que cette attitude résume parfaitement l'impossibilité de choisir pour le personnage qui est pris dans cette structure de mauvaise foi. Elle passe une partie de l'année dans une maison de religieuse, donc retirée, donc quelque chose qui symboliquement consolide le pôle de la vertu. Et de l'autre côté, quand même, elle passe l'autre partie de l'année chez elle, donc elle revient dans le monde, et là, on voit bien qu'elle n'arrive pas à prendre une décision. Donc on voit bien ici que le personnage se comprend dans sa logique par le biais de la mauvaise foi. Alors les choses sont encore plus nettes si on regarde les liaisons dangereuses de Laclos. Alors vous savez que c'est un grand texte sur la manipulation, le mensonge, le libertinage, mais en fait ce qu'on constate, c'est que les choses sont beaucoup plus compliquées qu'elles en ont l'air. Parce que les libertins ne sont pas de simples menteurs, Valmont et Madame de Merteuil. Valmont, en particulier, dans le roman, décide de séduire Madame de Tourvel, qu'on appelle la présidente, qui est une femme connue pour sa vertu, sa droiture, etc. Donc c'est un défi qu'il est lancé avec Madame de Merteuil de pervertir cette femme. Donc un défi à la hauteur du grand libertin qu'est Valmont. Mais en même temps, Valmont finit par s'éprendre de Madame de Tourvel. Donc il est à la fois amoureux d'elle, et à la fois il n'est pas amoureux d'elle. Il est à la fois un libertin, et en même temps quelqu'un qui éprouve une passion réelle. Donc on voit bien que le personnage n'est pas simplement un homme manipulateur et perverti, mais bien quelqu'un qui vit un clivage interne qui est propre à la mauvaise foi. Un clivage qui n'arrive pas à se résoudre. C'est d'ailleurs à peu près la même chose avec Madame de Merteuil. Madame de Merteuil qui est encore plus manipulatrice que Valmont et qui, à un moment, écrit une longue lettre dans laquelle elle entonne une sorte de plaidoyer pour l'émancipation des femmes. Et elle explique comment, en fait, son libertinage répond à une sorte d'exigence sociale pour pouvoir exister en tant que femme qui se passe de la tutelle d'un homme. Et à partir de là, on comprend comment cette attitude, elle est à la fois libertine et philosophe, presque féministe avant l'heure, et on voit bien comment son libertinage est une sorte de situation qui correspond un peu à des situations de mauvaise foi comme celle du garçon de café, un cas bien plus extrême bien entendu, imposé par une série de conditions sociales. C'est la même chose aussi avec le personnage de Cécile, Cécile qui est amoureuse de Danceny et qui par exemple va aller prier Dieu pour lui faire oublier son amour, alors même qu'en fait au cours de ses prières elle ne fait qu'une chose, c'est assouvir son besoin de penser à son amant. Donc vous voyez comment elle entre elle aussi dans une logique de mauvaise foi. Alors là, on a des cas finalement qui restent pour l'instant dans le cadre des définitions que j'ai posées au départ sur la mauvaise foi. Après, si on regarde dans d'autres textes, ce qu'on peut constater, c'est que finalement, la littérature est parvenue à envisager de toute autre configuration de mauvaise foi que celle qui avait été pensée par Sartre dans L'être et néant. Et donc que la littérature est par différentes raisons, que j'essaierai d'expliquer de façon assez simple après, permet de démultiplier les possibilités de la mauvaise foi. Alors en particulier, c'est net chez Montaigne,
qui, dans les essais, fait régulièrement état de cette question de la mauvaise foi, d'une sorte d'impossibilité d'être ce qu'il est et de mouvement permanent vers ce qu'il n'est pas. Donc ça parcourt les essais, mais l'intérêt avec Montaigne, c'est vraiment de transformer la mauvaise foi en quelque chose de positif. Et donc, de ne pas y voir simplement un défaut ou d'adopter un point de vue moral ou moralisateur dessus. Mais véritablement de la prendre comme une structure de l'être, à même finalement de l'enrichir, et ce qui est finalement ce qui le définit. Alors, par exemple, Montaigne dit ceci, voilà, donc il explique que pour lui, il y a une forme d'imitation spontanée, naturelle des autres, à laquelle il n'arrive pas à se soustraire. Donc, quand il voit les autres, il a une tendance à les imiter, et donc à ne plus être lui-même, à être ce qu'il n'est pas, alors notamment en imitant les manières de parler. Il a une grande facilité pour adopter les accents, les tournures, etc. Mais à d'autres niveaux aussi. Voilà ce qu'il dit: la vue des angoisses d'autrui m'angoisse matériellement, et à mon sentiment souvent usurpé le sentiment d'un tiers. C'est-à-dire, usurpé, c'est bien un mot fort. Il y a l'idée d'avoir pris la place, c'est le sentiment de l'autre qui prend la place du sien. Un tousseur continuel irrite mon poumon et mon gosier. Et ça va même passer, vous voyez, par le corps, par le physique. Et ensuite, voilà ce qu'il ajoute: ai-je besoin de colère? Je l'emprunte et m'en masque. C'est-à-dire qu'en même temps, pour Montaigne, ce n'est pas qu'un asservissement à l'autre, cette mauvaise foi. C'est aussi une possibilité. Vous voyez, ai-je besoin? Eh bien, je l'emprunte. Il y a une capacité par la mauvaise foi de renouveler ce qu'on est, de ne plus être ce qu'on est seulement, et donc de se changer, de s'altérer, de se modifier, de s'enrichir finalement au contact de l'autre. Et Montaigne montre bien que c'est un moyen pour se changer, mais aussi se connaître, et que c'est finalement cette mauvaise foi, à partir du moment où on en prend conscience, qui doit être cultivée. C'est plus une attitude simplement subie, passive, qu'on adopte dans certaines situations pour différentes raisons. Mais Montaigne plaide pour un recours presque conscient à cette mauvaise foi. Alors voilà ce qu'il explique. Alors il parle de piperie. La piperie, c'est la tromperie. Au cas que cette piperie m'échappe à voir, au moins ne m'échappe-t-il pas à voir que je suis très pipable. Si les autres me pipent, au moins ne me pipais-je pas moi-même à m'estimer capable de m'en garder. Donc là, ce que Montaigne est en train d'expliquer, c'est qu'effectivement, il y a une sorte d'altération, de tromperie permanente dans le rapport à l'autre, mais qu'il s'agit d'en avoir conscience, de prendre conscience donc que l'être est malléable au contact de l'autre, peut être trompé, qu'on peut lui mentir, et qu'il peut s'engager justement dans des attitudes de mauvaise foi. Et il ajoute: il faut jouer dûment notre rôle, mais comme le rôle d'un personnage emprunté, du masque et de l'apparence, il n'en faut pas faire une essence réelle, ni de l'étranger le propre. Nous ne savons pas distinguer la peau de la chemise, c'est assez de s'enfariner le visage sans s'enfariner la poitrine. Alors ce que dit ici Montaigne, c'est qu'il faut effectivement, la vie est un jeu de masque, il faut jouer un rôle, on n'a pas le choix, c'est ce que montrait Sartre, finalement, le garçon de café, il est obligé de jouer un rôle, il faut jouer un rôle, mais en gardant à l'esprit que c'est simplement un rôle, qu'on n'adhère pas tout à fait à ce qu'on est en train de jouer. C'est ce qu'il dit: il n'en faut pas faire une essence réelle. Nous ne savons pas distinguer la peau de la chemise, c'est assez de s'enfariner le visage sans s'enfariner la poitrine. Donc c'est-à-dire simplement le masque, et non pas d'intégrer en soi complètement ce rôle. Donc si vous voulez, Montaigne plaide vraiment ici pour une sorte d'utilisation raisonnée de la mauvaise foi, comme quelque chose capable d'aider à se connaître, à se comporter au contact des autres, et finalement de faire un lien avec l'autre. Alors un autre écrivain qui a particulièrement mis en scène la mauvaise foi, c'est Proust. On trouve des conduites de mauvaise foi à peu près partout dans la recherche du temps perdu, quand on y réfléchit bien, notamment à travers une série de personnages qui sont des personnages types, qui sont classés dans des catégories. Alors, en
en particulier, hein, nous avons les mondains, les bourgeois, les aristocrates, mais aussi le snob, la coquette, et l'homosexuel, qui n'échappe pas aussi à une forme de mauvaise foi. D'ailleurs, c'est l'un des exemples canoniques que prend Sartre, hein, l'homosexuel qui, justement, n'arrive pas à être ce qu'il est, doit être ce qu'il n'est pas, en grande partie parce qu'il n'arrive pas lui-même à accepter la situation et parce que la société commande une certaine attitude. Et ça, c'est très nettement mis en scène dans La Recherche du temps perdu, notamment avec le baron de Charlus. Et alors, le cas le plus flagrant, c'est vraiment le snob. Le snob, chez Proust, c'est celui qui cultive son snobisme, mais qui n'avoue pas être snob, et qui, pour se protéger de l'accusation de snobisme, va au contraire accuser les autres de snobisme. Donc là, on voit bien comment c'est un individu qui est nécessairement clivé entre un être et un paraître qui n'arrive pas à ajuster, qu'il est obligé de se livrer à un certain nombre de déclarations, d'affirmations, de négations, pour conjoindre cette attitude, pour cultiver ce snobisme qui est finalement la valeur la plus importante à ses yeux, mais qu'il ne peut pas avouer comme cette valeur transcendante, et qu'il doit dégrader en la repoussant, en la critiquant chez les autres. Et notamment le personnage de Legrandin, qui incarne vraiment, dans La Recherche du temps perdu, le snob par excellence. Et d'ailleurs, on constate que, sur un autre plan, il y a beaucoup de jaloux dans La Recherche du temps perdu, alors en particulier Swann, et aussi le narrateur vis-à-vis d'Albertine. Le jaloux, finalement, est lui aussi pris au piège de conduite de mauvaise foi, parce que le jaloux se fait une image de l'être aimé qu'il idéalise, dont il fait donc sa transcendance, une valeur supérieure, et il transforme l'être réel, ou tel qu'il suppose être, puisque c'est l'être qu'il soupçonne de le tromper, etc., en un être plus dégradé, négatif, qu'il rejette. Et donc le jaloux est celui qui prétend se mettre en quête de la vérité unique, alors qu'en fait, c'est un vieux mécanisme qu'on a déjà décrit, que la littérature décrit depuis très longtemps, hein. On pense à Othello en particulier, alors qu'en fait, le jaloux ne fait que construire une vérité, chercher en fait, plus exactement, chercher dans le réel la confirmation de sa vérité qu'il a posée au préalable. C'est-à-dire tout ce qu'il voit dans la réalité, il l'interprète en fonction de ses soupçons, de ce qu'il pense être la réalité, et il la déforme. Donc le jaloux est, de façon emblématique, quelqu'un qui est prisonnier de sa mauvaise foi. Et là, on est plutôt dans une mauvaise foi d'ordre destructeur, et même auto-destructeur. Et donc il y a quand même une surprise ici, c'est de voir à quel point des situations si différentes que le snob, l'homosexuel, le jaloux, etc., peuvent entrer dans des logiques de mauvaise foi qui peuvent être décrites à peu près de la même manière en fonction des désirs et des pôles d'appartenance ou de refus des différents personnages. Parce qu'en fait, ce que fait Proust de la mauvaise foi, alors vous voyez, Montaigne en faisait vraiment une attitude positive, une attitude d'entrer en contact avec l'autre, de connaissance de soi, alors que Proust en fait vraiment quelque chose qui est de l'ordre du social. C'est quelque chose qui est commandé par la société, c'est une mauvaise foi qui est mondaine en quelque sorte. Et donc là encore, on voit comment la littérature modifie cette question par rapport à la manière dont Sartre pouvait théoriser la mauvaise foi. Et puis un dernier exemple, hein, ça peut être pris dans l'œuvre de Romain Gary. Romain Gary, c'est un écrivain qui pense la mauvaise foi. Alors lui, c'est l'un des rares à utiliser vraiment le terme de mauvaise foi directement. Il pense la mauvaise foi de manière qui n'est pas si différente que ça de Montaigne. C'est-à-dire que pour lui, c'est une valeur positive, puisqu'elle va permettre à l'être de ne jamais être lui-même. La pire tragédie chez les personnages de Gary, c'est d'être enfermé dans une existence unique, de n'être que soi, d'être enfermé dans sa peau. Hein, c'est ce que Gary dit, le problème avec la peau, c'est qu'on est enfermé.
qu'on est à l'intérieur, une forme de claustrophobie de l'être, de n'être que soi. Et donc Gary explique qu'il valorise toujours ces attitudes où l'être se renie, change d'attitude, se tend vers ce qui ne pas, se réinvente par différents mensonges, différentes affabulations, différentes situations, notamment des jeux de masques, des changements d'identité, etc. Donc une mauvaise foi, là encore, qui est un moteur extrêmement positif chez le personnage, et notamment un moteur de l'action, d'action concrète, et même d'engagement face à la réalité historique qu'il s'agit de transformer. Alors, en même temps, si on revient... donc ça, si vous voulez, c'est un premier niveau de lecture. C'est-à-dire qu'on peut se dire, voilà, la mauvaise foi, c'est ça, qu'est-ce qu'en fait la littérature? Et donc, ce qu'on constate bien, à travers un certain nombre d'exemples, alors je pourrais les multiplier, parce que finalement, ça marche pratiquement partout, parce que la mauvaise foi, c'est une structure universelle de l'être. Et effectivement, on constate que lorsque la littérature peint ces personnages, eh bien, on rencontre des configurations de mauvaise foi. Et ce qui est le plus intéressant, c'est de voir qu'en fait, la littérature les modifie, les enrichit, invente d'autres configurations. Donc, comme on a pu voir là dans le petit échantillon qu'on a pris. Et alors, en même temps, il y a un point que j'ai laissé de côté et qui est très visible dans l'œuvre de Laclos, c'est que Laclos envisage une mauvaise foi qui est déterminée par le langage lui-même. Et ça, c'est un point qui est tout à fait absent de la réflexion de Sartre sur la mauvaise foi. C'est-à-dire que dans les moments épistolaires, donc, on accède au personnage uniquement par les lettres, par du langage. On n'est jamais face au personnage directement, ils n'agissent pas directement. Tout est médiatisé par le langage. Et les personnages agissent en grande partie en fonction des lettres qu'ils reçoivent et des lettres qu'ils écrivent. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois lecteurs de lettres et producteurs de lettres. Une situation qui peut être lue à une échelle symbolique, c'est-à-dire que le roman propose aussi une réflexion sur ce qu'est écrire et ce qu'est lire. Alors, un exemple, si vous voulez, par exemple, un moment bon, je pourrais les multiplier, hein, mais à un moment, Valmont écrit une lettre à Madame de Tourvel pour lui déclarer sa passion. C'est une lettre d'amour extrêmement canonique en surface. Simplement, il écrit cette lettre sur le dos d'une courtisane qui s'appelle Émilie, avec qui il vient de passer une nuit d'amour. Et donc, il écrit cette lettre avec des doubles sens. C'est-à-dire que cette lettre est une déclaration d'amour à Madame de Tourvel, et en fait, elle est entièrement constituée de doubles sens qui font qu'elle décrit les ébats sexuels de Valmont avec Émilie. Pourquoi ce procédé? Parce que cette lettre est adressée aussi à Madame de Merteuil, qui la lira pour prouver à Madame de Merteuil que le libertin est bien en train d'aller séduire Madame de Tourvel. Mais en même temps, on voit bien dans cette lettre, Valmont dit à Madame de Merteuil qu'il lui rend un compte exact de sa situation. Et il ne croit pas si bien dire, parce qu'il pense s'affirmer comme un libertin devant Madame de Merteuil, mais en fait, cette lettre qui donne des faux signes d'amour, eh bien, elle trahit véritablement l'inclinaison de Valmont pour Madame de Tourvel. Elle trahit véritablement son amour. Et elle montre bien le clivage de ce personnage, incapable d'être ce qu'il est, de ne pas être ce qu'il n'est pas. On est bien dans la structure de la mauvaise foi, ne pas être un libertin, ne pas être un libertin, être amoureux, ne pas être amoureux. On retrouve aux deux niveaux. Et on voit bien donc que c'est dans l'écriture même que s'exprime cette division interne. Et en fait, si on regarde bien à l'intérieur du texte, on se rend compte que, donc, à partir des livres dangereuses, mais on peut faire le même constat partout, que ce qui fait que le concept de mauvaise foi est enrichi par le texte littéraire, c'est justement le maniement singulier du langage dans la littérature. Et que, notamment en termes de figures de style, si on regarde toutes les figures de style qui peuvent être mobilisées pour exprimer l'éclairage interne des personnages, comme des antithèses, des équivoques, des choses comme ça, enfin, bon, sans rentrer dans du jargon, on voit bien que c'est l'écriture elle-même qui est l'alambic, hein, en quelque sorte le creuset de la mauvaise foi des personnages. Et
dans les liaisons dangereuses, c'est encore plus net, puisque c'est les lettres qui commandent aux personnages des attitudes de mauvaise foi, et c'est même la plupart du temps, au moment où les personnages écrivent, ils prévoient le destinataire, et donc ils rentrent dans des conduites de mauvaise foi en prévoyant leur lecteur. Donc comme si l'acte même d'écrire condamné à une forme de mauvaise foi, de clivage de celui qui écrit, à cause de cette présence un petit peu de cette personne qui regarde derrière son épaule, qui est le destinataire qui l'envisage. Alors une situation qui est encore plus compliquée dans les liaisons dangereuses, parce que beaucoup de lettres sont destinées à être lues 2 fois. Alors la lettre ici, la lettre qui est écrite sur le dos d'Émilie par Madame de Tourvel et Madame de Merteuil, mais il y en a bien d'autres. Ce qui fait qu'on a des situations très complexes où celui qui écrit envisage ces 2 destinataires et donc modifie un petit peu, est obligé d'entrer dans des conduites différentes en fonction des 2 destinataires auxquels il s'adresse. D'où finalement le deuxième niveau de lecture que j'ai voulu explorer sur la question de la mauvaise foi, non plus simplement cette mauvaise foi en tant que structure des personnages, des structures existentielles de l'être humain, mais bien la mauvaise foi comme structure même du discours littéraire. Est-ce que le discours littéraire ne serait pas par essence un discours contraint à la mauvaise foi? Alors, et ça on peut le constater en fait à 2 niveaux différents. Le premier, il n'y a pas d'ordre de hiérarchie, hein. Le premier, c'est que la littérature semble être contrainte à la mauvaise foi dans son rapport au sens, au concept, à la vérité. Pourquoi? Parce que la littérature, si vous voulez, ce n'est pas un simple discours argumentatif. Ce n'est pas une recette de cuisine, ce n'est pas une notice pour monter un meuble Ikea. La littérature, ce qui la caractérise, c'est la polyphonie. Le texte littéraire a cette spécificité d'avoir le droit de poser des affirmations et de les nier en même temps. C'est ça d'ailleurs qui fait la différence et la spécificité de la littérature par rapport à tous les autres discours des sciences sociales. Elle n'est pas tenue à une forme de cohérence. Et au contraire, c'est ce qui fait sa richesse. On a énormément de textes dont le sens n'est pas fixé et n'est pas fixable. Parce que, alors avec des tas de degrés hein, qui peuvent aller simplement de l'affirmation d'une chose et de sa négation, à des nuances, à des modifications, à des contradictions qui peuvent être de façon, qui peuvent s'étager hein, de façon extrêmement diverse. Donc la littérature fait toujours coexister affirmation et négation de même chose, qui fait qu'elle n'est pas, elle ne peut pas s'en tenir à un discours conceptuel. Le concept en littérature est quelque chose qui est toujours déstabilisé, qui ne va pas pouvoir perdurer. Et c'est lié donc à la question vraiment de la polyphonie. Voilà, alors ça c'est le premier niveau, si vous voulez, auquel on peut considérer que la littérature est un discours de mauvaise foi. Un deuxième niveau, c'est évidemment dans son rapport au réel. Il y a toute une vieille réflexion, hein. La réflexion sur le rapport de la littérature au réel est très ancienne, elle commence avec Platon, avec Aristote, on a énormément de discours et déjà des mises en garde, hein, d'ailleurs chez Platon, qui se méfie énormément des poètes parce qu'ils font exister le faux, ils font exister l'illusion et donc ils prennent au piège le lecteur de ces faux semblants. Donc on voit bien que dès le départ, il y a un soupçon sur l'illusion créée par la littérature. Alors on a souvent parlé de mensonges, et je pense que le terme mauvaise foi convient mieux. Et il y a un théoricien, un seul, hein, qui a employé le mot mauvaise foi, c'est Maurice Blanchot, qui disait que le roman est un art de mauvaise foi. Alors pourquoi? Parce que le roman fait exister ce qui n'est pas, et ne pas exister ce qui est, parce qu'en même temps, le lecteur entre nécessairement dans une conduite de mauvaise foi, il est obligé de croire à ce qu'on lui dit sans y croire tout à fait, et l'auteur lui-même entre dans une posture relativement analogue. Blanchot, si je cite ce qu'il disait,
Blanchot écrit ceci, le roman est une œuvre de mauvaise foi de la part du romancier, qui croit en ses personnages, et cependant se voit derrière eux, qui les ignore, les réalise comme inconnus et trouve dans les mots dont il est maître le moyen de disposer d'eux sans cesser de croire qu'ils lui échappent. C'est-à-dire que le romancier est maître de ses personnages, mais il les considère quand même comme des entités autonomes. Et là encore, hein, vous voyez, on est bien dans ce clivage à mauvaise foi. Blanchot continue, mauvaise foi du lecteur, qui joue à être ce héros qu'il n'est pas, qui joue à prendre pour réel ce qui est fiction, et finalement s'y laisse prendre. Et dans cet enchantement qui tient l'existence écartée, c'est-à-dire qui met le réel à l'écart, retrouve une possibilité de vivre le sens de cette existence. C'est-à-dire que malgré tout, hein, c'est un détour par le faux qui permet de revenir à soi. Ces relations de mauvaise foi ne sont pas propres au roman, ni à la littérature en général, mais il est propre au roman et à la littérature de les accueillir comme tels, de les proposer comme objets et de réussir, non sans doute à les dépasser, mais à les organiser en une expérience particulière où puisse se ressaisir le sens du monde humain dans son ensemble. Donc ce que dit bien Blanchot ici, hein, c'est que la mauvaise foi, effectivement, n'est pas une structure propre à la littérature, mais que la littérature est nécessairement de mauvaise foi, mais que ce qui est propre à la littérature, c'est d'en tirer du sens, de réussir à organiser cette mauvaise foi pour signifier, et c'est même sa seule manière de signifier. On pourrait prendre, si vous voulez, pour que ce soit peut-être un peu plus clair, le tableau de Magritte, je ne sais pas si vous connaissez ce tableau, qui s'appelle La trahison des images, hein, qui représente une pipe, sur lequel il est écrit « Ceci n'est pas une pipe ». Bon, ce tableau me semble l'exemple même d'un cas de mauvaise foi. Ceci n'est pas une pipe, en effet, c'est vrai. Ce n'est pas une pipe, c'est la représentation d'une pipe. Mais en même temps, ceci est bien une pipe qui est représentée. Donc c'est à la fois vrai et faux. Le tableau fait exister ce qui n'est pas et ne pas exister ce qui est. Donc on est clairement dans un dispositif d'imitation de la réalité qui est toujours condamné à cette structure de mauvaise foi. Voilà, alors ça, si vous voulez, ce sont les deux premiers niveaux d'analyse, c'est-à-dire comprendre ce que fait la littérature de la mauvaise foi, cette structure existentielle chez ces personnages, et puis dans un deuxième temps, se demander si le discours littéraire n'est pas lui-même un discours de mauvaise foi. Du coup, on a bien une structure qui fait écho entre ce dont parle la littérature au sujet de ces personnages, ce qu'elle fait de ces personnages d'un point de vue existentiel, et la manière dont elle s'exprime. Il y a une sorte d'un caractère un peu indissociable de ces deux niveaux qui se répercutent et qui redoublent le fait que le lecteur est face à quelque chose qui relève d'un bout à l'autre de la mauvaise foi. Et pour compléter, hein, si vous voulez, cette réflexion, j'ai voulu ensuite passer à un troisième niveau d'analyse en examinant ce qu'il en était maintenant de la position, des postures, du positionnement, on va dire, qu'a pu prendre la littérature, qu'ont pu prendre les œuvres, les auteurs, par rapport à ces valeurs que sont la mauvaise foi et son antagoniste, la sincérité. Parce qu'en fait, quand on y regarde de près, on se rend compte que ces notions-là sont des notions qui tourmentent, qui intéressent les écrivains depuis toujours, et qu'ils ont eu besoin de définir parfois des œuvres particulières, parfois la littérature elle-même, par rapport à ce couple de notions, sincérité, mauvaise foi. Et donc, avec très souvent, hein, la plupart du temps, même si ce n'est pas toujours le cas, mais la plupart du temps, une valorisation très nette de la sincérité, un discours sincère, et de l'autre côté, une mauvaise foi qui est pensée comme une valeur négative, une sorte de contre-modèle, de valeur repoussoire. Donc, et ça explique, si vous voulez, ce que j'ai voulu faire, c'est de retracer alors, des trajectoires particulières à travers certains écrivains, mais aussi une trajectoire d'ensemble du XVIe siècle au XXIe siècle, pour voir comment le positionnement que les écrivains, les œuvres ont dû prendre par rapport à ces questions ont été un moteur de la création littéraire et de l'histoire littéraire elle-même. C'est-à-dire que la nécessité de se positionner par rapport à la sincérité et à la mauvaise foi, qui n'avaient pas tout à fait le même sens à chaque époque, qui n'avaient pas les mêmes connotations, les mêmes valeurs, ont entraîné des répercussions sur la manière d'écrire
de concevoir les œuvres, les réactions, et donc on peut redessiner une sorte de parcours de la littérature confronté à ces valeurs problématiques pour elle, que sont donc la sincérité et la mauvaise foi. Alors, si je prends dans un premier temps la question de la sincérité, je me suis intéressé à ce que j'ai appelé la sincéromanie, c'est-à-dire une sorte d'obsession de la sincérité qui s'est emparée de la littérature principalement au tournant du XVIIIe siècle. Parce qu'avant, les attitudes de mauvaise foi ne sont pas ressenties comme aussi négatives. Alors, en particulier, si on prend l'exemple du XVIIe siècle, bon, il s'agit d'une littérature, bien sûr, qui est produite par des aristocrates, par un cercle restreint, et qui est lue par un cercle restreint. Donc c'est une littérature qui est écrite en fonction des codes, qui sont les codes de la société aristocratique, de la cour en grande partie. Or, ces codes reposent sur un modèle valorisé qui est celui de l'honnête homme. Au XVIIe, l'honnête homme, c'est l'homme cultivé, l'homme courtois, qui va cultiver un art de vivre, un art de la relation avec l'autre. Un art qui va être un art de la valorisation réciproque avec la personne avec qui il va discuter, converser. Et en fait, quand on analyse, alors ça a été un art théorisé par plusieurs écrivains du XVIIe, par plusieurs penseurs, quand on regarde bien la question de l'honnête homme, on se rend compte que l'honnête homme est un homme de mauvaise foi. Parce que l'honnête homme, c'est celui qui va rehausser celui à qui il s'adresse, par différents mensonges, oublis, euphémismes, etc., en attendant en retour une valorisation réciproque. C'est celui qui va cultiver une fiction de soi, en quelque sorte, se mettre en scène devant l'autre et avec l'autre, dans des attitudes de valorisation et d'auto-valorisation partagée. Ce qui fait que écrire un discours, que le fait que la littérature soit un discours de mauvaise foi ne peut pas poser problème à l'époque, puisque au contraire, c'est la manière la plus élégante, la plus raffinée, c'est un art social qu'on cultive. Donc la littérature répond à cette manière d'entrer en rapport avec les autres. Donc il n'y a pas véritablement de problème. Le problème, vraiment, il émerge plutôt au XVIIIe siècle, notamment avec Rousseau, où là, l'idéal de sincérité commence à se mettre en place. Alors, on peut prendre deux exemples pour bien voir cela. Un exemple au XVIIe, c'est par exemple le Misanthrope de Molière. Le Misanthrope, donc, c'est une pièce qui raconte l'histoire d'Alceste. Alceste qui est un homme qui se réclame d'une franchise absolue. Alors, franchise, sincérité, transparence, dans le rapport à l'autre, et il dit les choses, même lorsqu'elles sont déplaisantes. Donc il refuse d'entrer tout simplement dans le système mondain de l'honnête homme. Il ne veut pas être l'honnête homme qui va utiliser de périphrases, de discours obliques, etc., pour entrer en contact avec l'autre. Il préfère la franchise. Or, Alceste tombe amoureux de Célimène, une coquette. La coquette étant par essence même un type qui incarne la mauvaise foi. J'en ai pas parlé au sujet de Proust, mais on pourrait. La coquette est véritablement celle qui cultive. La coquette, c'est celle qui veut avoir des amants, mais qui ne veut pas qui veut se prêter à ses amants, mais ne pas se donner à eux. Elle cultive, elle est donc dans une attitude ambiguë, puisqu'elle elle fait croire à la possibilité de l'amour, mais elle ne donne jamais l'amour. Elle est bien, elle aussi, dans une impossibilité de coller entre l'être et le paraître. Elle vit ce clivage interne. Et donc la coquette Célimène est finalement ce qu'il y a de plus différent d'Alceste. Alceste est donc tombé amoureux de quelqu'un qui n'a rien à voir avec lui, un petit peu comme le Swann de Proust, amoureux d'Odette, et qui va gâcher, qui dit avoir gâché sa vie pour une femme qui n'était pas son genre. Alors, Alceste, lui, ce qu'il voudrait, c'est changer Célimène. C'est une façon un peu particulière d'aimer l'autre. On aime l'autre, mais pas comme il est. Donc on voit bien déjà qu'Alceste, avec sa franchise, n'est pas absolument dénué de comportements ambigus et de mauvaise foi.
Et en même temps, Alceste est condamné, c'est une misanthrope, c'est-à-dire qu'il aimerait vivre à l'écart, hein, il n'arrête pas de le dire, il aimerait des relations sincères, il aimerait quitter le monde, etc. Néanmoins, Alceste ne vit que devant le monde, que sur la scène du théâtre. S'il quitte la scène, s'il quitte le salon, il n'existe plus, sa misanthropie n'a plus lieu d'être, sa sincérité est condamnée. Donc Alceste est le personnage qui rêve de sincérité, mais qui a besoin de mauvaise foi pour exister. Molière, en fait, est en train de montrer que la mauvaise foi est inévitable, que l'idéal de sincérité est absolument compromis d'un point de vue humain, mais aussi d'un point de vue littéraire, parce qu'il y a toute une réflexion. À plusieurs moments, on dit à Alceste que sa franchise est une maladie qui, partout où il va, donne la comédie. Et donc, il y a bien sûr une forme de double sens. La comédie, c'est la comédie sociale, mais c'est la comédie du théâtre. Et il est clair, Alceste est aussi il a un costume, on l'appelle l'homme au ruban vert. Et le vert, dans les différentes légendes, dans le monde du théâtre, est associé, est une couleur mortifère, associée à des colorants qui étaient dangereux. Et de ce fait, on proscrivait le vert sur les scènes de théâtre. Donc on voit qu'Alceste est comme quelqu'un qui, par son idéal de sincérité et de franchise, met en péril l'acte théâtral lui-même, la comédie. Et que c'est justement parce qu'il est en fait de mauvaise foi qu'il permet toute la comédie. Et la comédie ne peut avoir lieu que si Alceste est bien de mauvaise foi. Donc ce que Molière cherche à démontrer, c'est véritablement cela. Le théâtre, la littérature sont de mauvaise foi et les relations sociales ne sont basées que sur ce modèle de l'honnête homme qui est paradoxalement un modèle de mauvaise foi. Et alors, au XVIIIe, par contre, Rousseau, lui, va tenter de penser les choses totalement autrement. Avec, vraiment, Rousseau, c'est le grand sincéromane, c'est celui qui va faire de la sincérité la valeur absolue. Dans son grand texte, Les Confessions, qui exige une sorte d'idéal absolu de sincérité, de tout dire, de ne rien cacher. Alors, il y a un texte intéressant qui est, avant de rentrer dans les Confessions rapidement, je vais me dépêcher parce que je vois que le temps passe, dans la lettre à d'Alembert de Rousseau, Rousseau commente le misanthrope de Molière. Et ce qu'on constate, c'est que Rousseau s'insurge contre le misanthrope. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que ce personnage? Alors, il apprécie la pièce, il sent qu'il y a des choses intéressantes chez Alceste, mais il ne comprend pas pourquoi Rousseau fait... pardon, je suis en train de dire n'importe quoi, il ne comprend pas pourquoi Molière fait du misanthrope une sorte de mondain. Pourquoi, à différentes reprises, Alceste ne dit pas franchement les choses? Pourquoi est-ce qu'il reste là? Et il comprend, Rousseau interprète cela comme le désir de Molière de plaire à son public, de faire rire d'Alceste. Et de ce fait, il dit que Molière a mal compris son propre personnage. Alors que lui, Rousseau l'a bien compris, c'est un personnage sincère qui devrait se retirer, etc. Mais en fait, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est pas tout simplement Rousseau qui ne comprend pas Alceste, qui ne comprend pas que la sincérité d'Alceste, c'est une forme de mauvaise foi, qui ne veut pas voir que le moteur dramaturgique de toute la pièce, c'est la mauvaise foi de la sincérité d'Alceste. Et on s'en rend bien compte à la lecture des Confessions. Confession qui est un véritable plaidoyer pour la sincérité. Donc Rousseau nous dit qu'il va tout dire, qu'il sera sincère, que s'il a déformé des choses, c'est contre son gré, dans son souvenir, etc. Et en même temps, quand on regarde en détail le texte des Confessions, alors je ne vais pas vous en faire une lecture détaillée, il y a plein de choses assez intéressantes là-dessus, on se rend compte quand même comment Rousseau, notamment au début du texte et à la fin, cherche à contrôler la lecture du lecteur. Il formule des injonctions de lecture au lecteur. Il lui dit qu'il faut voir les choses... Alors, il lui dit que le lecteur sera le juge, etc. Mais en même temps, il lui dit qu'il doit être bienveillant, qu'il doit rentrer dans une attitude de sincérité, comme lui-même, etc. Et il y a même des endroits où il y a presque des menaces entonnées contre le lecteur qui aurait un avis différent de Rousseau sur ce qu'il est en train d'exposer. Et on voit donc bien que l'idéal de sincérité de Rousseau est compromis dès le départ, puisque Rousseau laisse croire à la liberté du lecteur alors qu'il fait tout pour la construire, la commander. Voilà, bon, je ne m'attarde pas plus. Alors en fait, donc, si vous voulez, ça c'est la question
de se voir un petit peu ce que la littérature fait de la valeur de la sincérité, et puis de ce fait, le pendant, c'est de voir aussi les réponses. Alors il y en avait une, celle du misanthrope de Molière, mais en même temps, ce qu'on constate, c'est que de l'autre côté, la littérature, alors en particulier dans un certain nombre de textes, alors je pense par exemple Jacques le Fataliste de Diderot, ou des textes plus modernes au XXe siècle, a cherché à travailler sur le mensonge, à jouer sur le mensonge, et donc à dire qu'elle mentait. Mais en fait, comme pour se défendre, pour protester contre la naïveté, le rêve impossible de la sincérité, pour dire non, voilà, la littérature, c'est du mensonge. En fait, les choses ne sont pas si simples que ça, parce qu'on se rend compte que même dire qu'on ment, ce n'est pas abandonner la mauvaise foi. Alors, je m'explique. Un exemple d'abord. Dans Jacques le Fataliste de Diderot, le narrateur intervient tout le temps. Vous ne pouvez pas lire tranquillement Jacques le Fataliste, vous êtes toujours interrompu par le narrateur qui vous dit « mais oui, mais c'est pas comme ça, je vais vous raconter ça, je vais vous emmener ici, et puis si j'avais envie, je les emmènerais là ». Donc en permanence, on dénonce la fiction comme une fiction. Vous ne pouvez pas lire tranquillement. En même temps, c'est une attitude qui voudrait vous faire croire les fictions sont des mensonges, ce sont des illusions, mais moi, narrateur ici, masque de Diderot en quelque sorte, je viens vous dire que je fais un récit qui dénonce les mensonges. Mais c'est un leurre, le récit n'est pas plus vrai pour autant. Vous voyez? Et il n'accède pas à une forme de sincérité. Et déclarer qu'on ment, c'est un acte qui est de toute façon problématique. Alors je vais essayer de faire vite. Ce que j'étudie en particulier, c'est ce qu'on a appelé le paradoxe du menteur, ou le paradoxe crétois. Le paradoxe crétois, un homme dit « je mens ». S'il dit vrai, c'est faux. S'il dit faux, c'est vrai. Pourquoi? Il y a un problème quand vous dites « je mens ». Parce que quand vous dites « je mens », si c'est vrai, donc vous êtes bien en train de mentir. Ça veut dire que ce que vous venez de dire « je mens », c'est faux, puisque vous mentez, puisque vous utilisez ça au présent. C'est pas « je mens », j'ai menti, je mens dans le présent. Donc « je mens », c'est un acte impossible. Si c'est vrai, ça devient faux. Si c'est faux, si vous n'êtes pas en train de mentir, ça devient vrai. Puisqu'effectivement, il y a un mensonge de ce fait. Donc dans les deux sens, vous y réfléchirez. Vous essaierez de refaire ça dans les deux sens, mais c'est très intéressant de voir qu'il y a une impossibilité logique. Et en fait, on peut le décrire très facilement à l'aide du concept de mauvaise foi, puisqu'on est dans une affirmation qui se nie et dans une négation qui s'affirme. Être ce qu'on n'est pas, ne pas être ce qu'on est. Et en fait, ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup de textes qui s'amusent de ça. Alors, des textes de Philippe Roth, entre autres, des textes qui vont dire, voilà, ce que je vous dis, c'est un mensonge, et en même temps, ce mensonge est lui-même un mensonge. Alors, on a aussi, dans un tas de textes, alors que j'appelle des monologues menteurs, des monologues menteurs, sont des fausses confessions, qui en fait prennent à chaque fois pour cible le modèle des confessions de Rousseau. Donc à chaque fois, Rousseau est passé au tribunal, alors dans des textes comme Le Bavard de René-Louis Desforêts, c'est un texte savoureux que je vous invite à aller lire, La Chute de Camus, dans Le sous-sol de Dostoïevski aussi, c'est une confession, là aussi d'un personnage qui n'est pas fiable, qui est menteur, ou encore L'Innommable de Beckett qui est peut-être un peu plus difficile à lire. Alors tous ces textes justement jouent sur cette impossibilité de la confession et en même temps l'impossibilité de dire qu'on ment. Et puis dernier cas que j'ai étudié qui me semble assez symptomatique, c'est le roman policier. Le roman policier, c'est véritablement l'archétype du récit de mauvaise foi. Un roman policier, c'est un roman qui marche vers la vérité, vers la lumière. Avec le détective qui à la fin arrive, rassemble tout le monde, tous les suspects et va révéler tout ce qui s'est passé, donc faire le jour sur la vérité. Or, quand même, ce qu'on constate, c'est que ce détective, c'est votre rival à vous, lecteurs. Vous avez lu, vous avez voulu résoudre l'énigme, vous n'avez pas réussi, évidemment, mais lui, l'inspecteur Hercule Poirot, entre autres, a triomphé. Pourquoi vous n'avez pas réussi? Parce que le texte a été de mauvaise foi du début à la fin. On vous a caché des indices, on a attiré votre attention de façon éhontée sur des choses qui n'étaient pas, sauf que vous savez qu'on attire votre attention sur des mauvais indices. Donc vous réagissez, vous vous dites, je vais aller chercher dans les indices sur lesquels on n'attire pas mon attention. Mais le romancier sait très bien que vous allez réagir comme ça. De ce fait, lui aussi va redissimuler encore
ces indices. Donc le roman policier, c'est un roman de mauvaise foi nécessairement. En particulier, alors un texte très représentatif d'Agatha Christie, qui est Le meurtre de Roger Ackroyd. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais c'est le narrateur qui raconte qui est finalement le coupable. Et ça, vous ne pouviez pas le soupçonner, mais en même temps, c'est très symbolique. Ça vous dit bien que dans tout texte, le coupable, celui qui est de mauvaise foi, c'est toujours le narrateur, c'est toujours indirectement la figure du romancier, de l'écrivain. Et ça, on le constate, les romanciers l'ont très bien compris au XXe siècle, il y a toute une veine de réécriture de romans policiers au XXe siècle, avec la disparition de Georges Perec, les gommes d'Alain Robbe-Grillet, la modification de Michel Butor, des romans plus contemporains aussi de Jacques Roubaud, sur La Belle Hortense, L'enlèvement d'Hortense, etc. Alors, tous ces textes s'amusent du modèle du roman policier. Alors, je ne vais pas développer plus, mais on voit bien dans la disparition de Georges Perec, bon, vous savez, c'est ce roman dans lequel il n'y a pas de « e ». En fait, c'est une intrigue policière sur la disparition de personnages qui disparaissent en série, et à la fin, c'est l'enquêteur lui-même qui a fait le coup. Mais tous ces textes jouent sur un trouble, parce que vous ne savez pas trop ce qu'il faut chercher, parce qu'en fait, il y a deux enquêtes à mener. Parce que ce qui a disparu, c'est bien les personnages, mais en même temps, c'est le « e ». Donc il y a une enquête dans l'intrigue, et il y a une enquête dans le fonctionnement même du discours littéraire. Donc il y a une enquête à deux niveaux. Vous enquêtez sur la littérature et vous enquêtez sur les personnages. Donc vous êtes amené à vous questionner sur le statut de la littérature. D'autant plus que les personnages, dans la disparition, dans les gommes, dans l'emploi du temps, se servent souvent de livres, de textes pour mener leurs enquêtes. Et donc, ils considèrent que la vérité pourrait se trouver dans des romans, dans des fictions. Or, à chaque fois, ce sont de mauvais lecteurs. Ils font fausse route, parce qu'ils n'ont pas saisi que le texte littéraire était un texte de mauvaise foi. Et ça, Agatha Christie l'avait très bien vu dès le départ, avant qu'elle soit pastichée comme ça dans des grands textes littéraires, parce que dans de nombreuses enquêtes, l'indice le plus important se trouve dans un texte littéraire, justement. Parfois, c'est toute la clé, le dénouement se trouve dans un texte. Et donc, elle vous dit bien comment, vous voyez, à tous les niveaux, le texte est toujours un texte qui contient quelque chose, mais qui est potentiellement de mauvaise foi. Est-ce que vous pouvez vous fier au texte littéraire? C'est la question qu'elle pose. Voilà, et j'en resterai là pour ne pas prolonger trop longtemps et vous laisser éventuellement si vous avez des questions. J'aurais une question. Quelle différence êtes-vous entre l'honnête homme et la personne vertueuse? Alors, au XVIIe siècle, ce n'est pas forcément lié. Même si, bon, effectivement, ce sont des notions connexes. Hein, il faut les remettre en contexte. L'honnête homme, c'est vraiment un raffinement mondain, une manière de se comporter en société qui transforme le rapport social en un rapport esthétique, artistique. Voilà, donc il va reposer sur l'art de la conversation, sur l'humour, sur la culture, etc. La vertu, c'est effectivement là, on n'est pas la vertu, si vous voulez, c'est vraiment sur un point de vue de l'action et de la morale en tant que telle. On ne se place plus sur un plan de la vérité ou de la sincérité ou de la mauvaise foi. J'avais parlé de la vertu au départ parce que c'est le clivage vertu-passion qui, chez Madame de Clèves, la contraint à une attitude de mauvaise foi où elle n'arrive pas, si vous voulez, à reconnaître que son idéal est la passion amoureuse et elle fait de la vertu son idéal propre. Mais ce n'est pas une question qui rentre en jeu directement, ce n'est pas une question qui a trait à la vérité ou au rapport au vrai, au mensonge. Il y a quand même une complaisance au niveau de la personne vertueuse qui justement oui, se sent valorisée. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est vraiment ce que montre aussi Madame de Lafayette. Hein. On peut considérer que l'attitude vertueuse, après tout dépend comment on la considère, libre à chacun de la considérer comme il veut, que l'attitude vertueuse est aussi une attitude complaisante, voire narcissique, d'auto-valorisation, et donc dans ce cas, elle devient proprement une attitude de mauvaise foi. Madame de Lafayette, de toute façon, dans son roman, qui est un éloge en apparence de la vertu, nous dit à la fin que Madame de Clèves laissa des exemples inimitables de vertu. Inimitables, ça veut bien dire que personne ne va les imiter et qu'ils sont presque on a le sentiment qu'ils ne sont pas à imiter.
le roman est très ambigu dans ce sens-là. On ne sait pas si c'est un véritable éloge de la vertu ou implicitement une condamnation de cette vertu, qui peut effectivement donc rentrer dans des attitudes de mauvaise foi. Tout dépend de comment on la cultive. Après, je pense qu'il y a des vertus sincères, peut-être. Je ne me prononcerai pas sur ce sujet, je vous laisserai méditer. Merci. Alors, il y a un assez vieux concept, et dans mes souvenirs, qui me semblait lui servir surtout à éviter la question de l'inconscient. Oui, alors c'est ce que, effectivement. Alors, chez Sartre, la mauvaise foi, c'est quand même un concept central dans la pensée de Sartre. Et effectivement, c'est ce qui lui permet d'éviter le problème de l'inconscient. Bon, on pourrait discuter, il n'est pas sûr que le concept de la mauvaise foi élimine complètement l'idée d'un inconscient. Sartre produit une démonstration, elle a été discutée, on pourrait la discuter, mais ce n'est pas vraiment la question. Ce qui m'a amené à m'interroger sur la mauvaise foi, si vous voulez, au départ, c'est le fait que j'ai été frappé donc, par le fait que, effectivement, Sartre a théorisé de façon absolument lumineuse cette question de la mauvaise foi, la question de la sincérité, dans des analyses qui sont vraiment très pertinentes, très convaincantes dans l'être et le néant. Et quand on lit ces textes sur la littérature, alors notamment des séries d'articles qui ont été rassemblés dans un volume qui s'appelle Situation 1, ce sont des articles qui parlent de différents romanciers. Donc il parle de Camus, il parle de Faulkner, il parle de Blanchot, et il parle aussi de Mauriac. Alors le texte sur Mauriac est très connu, c'est un véritable pamphlet qui a fait beaucoup de mal à Mauriac, où Mauriac est vraiment critiqué de façon extrêmement virulente. Sartre maîtrise au plus haut point la rhétorique. C'est un texte très réussi, très injuste, mais très réussi, et Mauriac a été très affecté. Et alors ce qu'on constate, quand on lit tous ces textes, c'est l'obsession de Sartre contre le mensonge de la littérature. Alors il varie des dénominations, mensonge, trucage, fourberie, tromperie. Chaque auteur qu'il examine, il en vient à dire « mais c'est faux, c'est mensonger ». Et alors il n'emploie pas le mot de mauvaise foi, hein, mais ça ne le satisfait pas. Il y a une insincérité de la littérature permanente chez Sartre, dans sa réflexion sur la littérature. Et donc ce qui m'a frappé, c'est que Sartre est obsédé par la question de la sincérité de la littérature. À ce niveau-là, alors même qu'il se montre d'une lucidité absolue dans le maître et le néant, lorsqu'il regarde la littérature, il ne veut pas considérer que la littérature est un art de mauvaise foi. Moi, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais c'est pour ça que les textes de Blanchot dont j'ai parlé sont d'ailleurs des réponses à Sartre en particulier. Et les textes de Romain Gary sont aussi des réponses à ce positionnement de Sartre. Alors en même temps, quand même, ce qu'on constate, c'est que Sartre a évolué, parce que dans les mots, son autobiographie, donc qui est beaucoup plus tardive, Sartre fait le constat de l'incapacité, de son rêve de sincérité, il en parle, mais il explique comment il a été voué à l'imposture dès son enfance, qu'il est entré en littérature comme un imposteur. Alors pourquoi il raconte ça très bien, il est donc né dans une famille avec donc son grand-père, avec cette valeur de cette littérature qui était sacrée, qui lui servait de religion, et puis il devient très vite une sorte de singe savant qui se met en scène devant tout le monde. Alors il sait lire très tôt, donc il lit des poèmes, il lit des pièces de théâtre, il impressionne tout le monde en récitant des poèmes, en inventant. Et au moment où il commence à écrire, il écrit en se pensant à une chose, c'est quel effet il va pouvoir faire sur cette petite cour réunie autour de lui. Donc dès le départ, il est un imposteur. Et dans les mots, il explique bien, dans des carnets aussi, qui s'appellent les carnets de la drôle de guerre, il en parle aussi. Il a le sentiment de tricher, de mentir. Il ne dit jamais mauvaise foi, mais il a vraiment ce sentiment. Par exemple, il dit même quand je fais de la philosophie, j'ai jamais ressenti la nausée, j'ai jamais... voilà, il a une forme de non-adhésion à ce qu'il est en train de dire. Et ça, c'est propre vraiment à la mauvaise foi. Et donc ça m'a surpris, si vous voulez, cette non-congruence entre cette critique des tromperies littéraires à côté de cette lucidité sur la structure de l'être de mauvaise foi. Et ça m'a amené à m'interroger là-dessus.
Je ne sais pas si j'ai répondu par anticipation un peu à ma deuxième question, parce que dans votre exposé, je pense qu'il y a une différence, que vous n'avez pas vraiment explicité. Il me semble qu'il y a une différence à faire entre précisément ce qui est fiction, donc, et vous avez essentiellement donné des exemples romanesques, et ce qui est autobiographie. Donc, oui. Et ce qui m'intéressait, c'était, en revenant à ça, de voir comment lui se débrouillait, parce que le roman, il n'y en a pas beaucoup. Donc la forme de fiction, elle est théâtrale, donc là il y a le dédoublement, il y a à nouveau le jeu de la scène que vous avez décrit, et la petite tentative d'autobiographie, enfin, avortée ou enfin abandonnée. Alors là c'est intéressant de voir, parce qu'il y a 3 postures différentes, qui sont 3 moments différents. Alors c'est même encore un peu plus compliqué que ça. Si je réponds déjà à la première question, effectivement, il y a, en fonction du genre, la question de la mauvaise foi va se poser différemment entre l'autobiographie et la fiction proprement dite, de toute évidence. Néanmoins, ce que j'ai voulu faire, je n'ai pas voulu rentrer dans un débat sur la question de l'autobiographie. C'est un thème qui a été amplement analysé. Il y a des très beaux textes, il y a beaucoup de choses de fait qui sont de très grande qualité sur la question de l'autobiographie. Ce qui m'intéressait au contraire, c'était finalement de mettre, alors pas tout à fait sur le même plan, mais de mêler autobiographie et fiction pour voir que dans l'un et l'autre cas, finalement, la forme de discours littéraire engageait nécessairement à une forme de mauvaise foi. Et ce qui pose des problèmes plus importants dans l'autobiographie, alors Rousseau est persuadé d'être sincère, mais si on analyse, donc j'ai pris aussi l'exemple de Michel Leiris, Michel Leiris, lui, ressent cette question de la mauvaise foi et de la sincérité comme un véritable drame. Il parle d'une pathologie de la sincérité, et c'est son obsession absolue, et il sait que ce rêve est confiné à l'échec. Et il en vient même à penser, il est incapable d'écrire une fiction parce qu'il ne sait pas parler d'autre chose que de lui-même, que de ce qu'il est, de son vécu, mais il se dit que la confession, que l'autobiographie est vouée à la mauvaise foi, à l'insincérité, et que dans la fiction, peut-être il aurait une chance de trouver une forme de sincérité, mais il n'arrive pas à écrire des fictions, donc il est condamné à cette insincérité. Et il me semblait intéressant quand même de faire ces allers-retours entre fiction et autobiographie. Alors, pour revenir sur Sartre, c'est un cas, c'est encore plus compliqué que ça, je dirais, même si ce que vous décrivez me semble extrêmement juste. C'est-à-dire que Sartre commence par le roman, avec notamment La Nausée, et puis ensuite il essaye d'écrire un cycle romanesque qui s'appelle Les Chemins de la Liberté, et qu'il abandonne au bout d'un moment. Et il me semble, alors il y a beaucoup de raisons à cet abandon. C'est un grand cycle sur la liberté, sur la résistance, sur l'occupation, et bon, ce sont des gros romans, et le temps passe, et Sartre ressent qu'il n'est plus temps de se préoccuper d'écrire avec une telle distance sur les événements, que le monde a changé, qu'il y a un degré de complexité important. Bon, il y a une scène politique et internationale très compliquée avec la question du communisme, donc il y a de multiples raisons qu'on connaît très bien sur l'abandon. Mais je pense aussi que Sartre n'arrive pas à pratiquer le roman. Quand on lit, alors notamment les carnets de la drôle de guerre, quand on lit sa correspondance avec Simone de Beauvoir, les lettres au castor, qui ont été publiées, il y a beaucoup d'endroits où il revient sur sa difficulté à croire à ce qu'il écrit, il a l'impression de manipuler des ficelles, de tromper son lecteur. Il n'arrive pas à croire au roman, il n'arrive pas à se défaire de ce sentiment d'imposture à l'intérieur du roman. Alors, dans l'autobiographie, il ne pose pas la question frontalement dans les mots, directement, mais il fait le point sur son insincérité. Mais il y a une autre entreprise qui émerge après l'échec des romans, c'est la biographie. Parce que Sartre s'est lancé dans de nombreuses biographies, de ce qu'il appelait des biographies existentielles, de Baudelaire, de Genet et de Flaubert, avec une sorte de somme qui s'appelle L'idiot de la famille, qui est très grande. Et Sartre a dit, il disait qu'il aurait aimé qu'on considère sa biographie de Flaubert comme un vrai roman. Et moi je trouve l'expression frappante. Un vrai roman, c'est-à-dire un roman en tant que tel. Mais un vrai roman, ça laisse quand même entendre un roman vrai. Comme si finalement la biographie était le seul endroit où Sartre était parvenu à croire
à avoir touché une forme de sincérité, de vérité, qui lui échappe dans le roman, qui lui échappe dans la littérature. Voilà, je ne sais pas si ça répond. Merci à vous.